Bonjour à tous. Le 30 juin et le 7 juillet, les Français vont élire un nouveau Parlement. 577 députés qui vont avoir la responsabilité de choisir la destinée du pays pour les prochaines années. 10 de ces députés seront isérois. Focus dans cette émission sur la 5e circonscription de l'Isère qui s'étend sur un territoire très large de Saint-Égrève à la Chartreuse en passant par le Grésivaudan. Avant de vous présenter les candidats qui vont débattre sur ce plateau, voici la carte postale aux cartes d'identité de cette 5e circonscription, signée Lina Badreddine. Du massif de la Chartreuse au sommet de Beldonne, en passant par le lac de Paladru et les vignobles du Grésivaudan, la 5e circonscription de l'Isère offre une grande diversité de paysages naturels. Ce territoire dynamique où résident 140 000 habitants abrite des entreprises emblématiques du département. ST Microelectronics, Petzl et Tesser à Crolles, les ciments Vica et Photoweb à Saint-Égrève. L'économie touristique est également développée avec les stations de Champs-Rousse, des Sept-Lots, du Collet d'Alvar ou encore Saint-Pierre de Chartreuse. Détenue pendant 20 ans par le socialiste François Brault, la 5e circonscription a été remportée en 2017 par La République En Marche avec Catherine Kamowski. Mais l'ancienne maire de Saint-Égrève n'a pas été réinvestie par son parti. C'est donc un nouveau député qu'ont élu les électeurs de la 5e circonscription en 2022, l'écologiste Jérémy Yordanov. Reconduit par le nouveau Front populaire, il sera face à 6 autres candidats, 3 hommes et 3 femmes. Voilà, 7 candidats donc au total sur cette 5e circonscription. En 2022, Jérémy Yordanov était arrivé en tête, on le voit sur ses résultats au premier tour, avec moins de 2 points d'avance sur la candidate macroniste Florence G. Jérôme Santana pour le Rassemblement national, malgré ses 18%, n'avait pas pu se qualifier pour le deuxième tour. Un deuxième tour très serré qui avait tourné en faveur donc de Jérémy Yordanov, 50,4 contre 49,6, ce qui représentait un peu plus de 500 voix d'écart. Si on regarde maintenant les résultats des européennes, donc du mois de juin dernier, c'est le Rassemblement national qui pointe en tête sur cette circonscription avec plus de 27% des voix et même 31,5% si on rajoute les voix de Reconquête. Une extrême droite qui devance largement le camp macroniste à 14%, mais pas l'ensemble de la gauche unie dont le cumul avoisine les 39%. Donc sur ces dernières européennes, LR ayant du mal à passer la barre des 6%. Le futur député de cette circonscription est autour de cette table, mais je ne connais pas son identité, eux non plus d'ailleurs. Ça va être à vous de choisir, j'ai envie de dire. Jérémy Yordanov, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député sortant de cette circonscription. Vous avez 41 ans, membre des écologistes. Avant d'être député, vous aviez un poste au sein des instances nationales du parti. Vous étiez basé à Paris. Vous vivez aujourd'hui sur la circonscription, Jérémy ? J'habite à Grenoble. Bon. Vous meniez également en parallèle une carrière d'artiste peintre. Est-ce qu'on a toujours le temps de peindre quand on est député ? Non, j'ai rendu mon atelier au lendemain de l'élection et j'ai arrêté toute activité autre que la politique. La politique d'être député, c'est un travail à temps plein et même plus que ça. Alors sur ce plateau également, Dominique Escaron, bonjour. Bonjour. 59 ans, ingénieur, maire du Sapé, président du parc régional de Chartreuse, conseiller métropolitain d'opposition. Vous êtes investi par les Républicains. Alors la partie, on est obligé de préciser, la partie qui rejette l'accord avec le Rassemblement national. Pour autant, vous n'êtes pas membre du parti. Non, je suis plutôt un centriste. Et c'est l'union du centre, de l'écologie positive et des républicains, gaullistes, sociaux, qui restent droits dans leurs bottes, qui ne sont pas prêts à sauver des sièges ou à les prendre à n'importe quel prix. Alors même si la 5e circonscription englobe une grande partie du massif de Chartreuse, votre commune, le Sapé, ne fait pas partie de ce territoire, de façon administrative en tout cas, mais de la première circonscription. Donc on peut être étonné de vous voir candidater là et pas chez vous, entre guillemets. Parce que la première, c'est Grenoble, essentiellement, et un petit bout de sa banlieue, alors que la 5e, c'est avant tout une circonscription de village. Il y a 65 communes. C'est Beldonne, c'est la Valdaine, c'est le Grésivaudan, c'est la Chartreuse. Et c'est là où je travaille au quotidien, où je suis impliqué, où je connais tous les maires, etc. C'est pour ça que je suis là.
Alors, on a un autre transfert de circonscription avec Jean-Charles Collaroy. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Vous avez 46 ans, vous êtes ingénieur de formation également, comme Dominique Escaron. Vous avez été député de la 2e circonscription, c'est pour ça que je parle de transfert, qui est la circonscription de Saint-Martin-d'Hères et Échirolles notamment, de 2017 à 2022, pour le parti d'Emmanuel Macron. Vous avez été battu en 2022 par l'écologiste Cyrielle Châtelain. Vous avez repris une activité professionnelle ensuite ? Oui, je préside une fédération d'industriels de l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment. Et je trouve ça bien d'ailleurs qu'il y a des allers-retours entre le secteur privé, un mandat d'élu. C'est aussi intéressant qu'on puisse faire ces passerelles. Vous étiez également élu de Saint-Martin-d'Hères dans l'opposition au conseil municipal, un mandat que vous avez rendu en début d'année 2024, estimant que vous aviez plus le temps, travaillant à Paris, vous aviez plus le temps de vous investir sur la vie locale. Justement aussi parce que je n'habite plus Saint-Martin-d'Hères, j'habite Grenoble, et donc il me semblait plus cohérent que des gens qui habitent Saint-Martin-d'Hères pour un mandat d'élu municipal puissent monter dans la liste. Donc c'est aussi pour ça que j'ai démissionné de mon mandat, mais j'ai été 6 ans élu local à Saint-Martin-d'Hères, effectivement. Alors, on a 2 Grenoblois, un habitant du Sapé, donc aucun pour l'instant n'est sur la 5e circonscription. Ce n'est pas le cas non plus pour vous, Frédéric Schreiber, puisque vous vivez à Montbaudot, qui est également sur la 1re circonscription et pas sur la 5e. Tout à fait, donc je suis effectivement grenobloise, quelque part en tous les cas iséroise. Je suis domiciliée sur la 1re, mais je travaille sur la 5e circonscription depuis maintenant 3 ans. En tant que responsable, où j'ai été à la rencontre en fait des commerçants, des différents acteurs économiques et sociaux. Et il se trouve que par rapport au programme que je porte, qui est celui de l'Union nationale, nous avons, en concertation avec Alexandre Lacroix, qui souhaitait donc se présenter sur la 1re circonscription, donc qui était l'ancien suppléant de Marine Chiaberto au sein de Reconquête et qui désormais est LR. Bien évidemment, j'ai bien évidemment répondu positivement à cette demande, puisque l'essentiel c'est d'avancer pour redresser les problématiques de la France. Et nous sommes en fait vraiment avec des forces, des représentativités, j'ai envie de dire, nombreuses. Il y a le LR, il y a la Reconquête, il y a aussi, je voulais dire Debout la France, je vais vous citer Philippe Tanguy, par exemple, des anciens LFistes aussi, donc par exemple monsieur Andrea Cotorac, ou des personnes qui ont eu des mouvances plutôt sociales il y a quelques années de cela et que je représente aussi. Voilà. Alors je finis la petite présentation. Vous avez 54 ans, oui. Vous êtes ancienne chef d'entreprise. Dans quel domaine vous exercez ? Toujours avec l'être humain au centre de ma vision. Donc, entre autres, un organisme de formation dans la prévention des risques professionnels qui m'a amené d'ailleurs à travailler longuement et souvent avec la société Petzel. Voilà. Bon, je précise, vous êtes également ce qu'on peut considérer comme la numéro 2 du Rassemblement national en Isère. Donc c'est un parti que vous connaissez bien, qui vous investit. C'est votre première candidature à des élections législatives ? Au niveau politique, oui. Par contre, j'ai eu plusieurs mandats à mon actif, mais plus toujours dans le militantisme au sein d'Amnesty International, au niveau de la CGPME, CPME, pour les petites, moyennes entreprises, et bien évidemment au niveau de la Caisse des allocations familiales pour défendre aussi les causes des indépendants. Voilà. J'ai vu que vous aviez également été candidate sur une liste socialiste au municipal à Sassenage. Tout à fait. Ça fait un grand écart quand même ? Pas du tout, c'est dans la continuité de mon cheminement, puisque très jeune, j'ai milité pour Amnesty International, pour par exemple qu'on puisse libérer Jean-Paul Kaufmann. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Si, qui était un journaliste pour, Voilà, pour la reconnaissance du génocide arménien, par exemple. Moi, je vous mets parce que forcément, à mon âge, j'ai fait quand même certaines choses. Et Yannick était une très, très belle personne. Yannick Bell, qui était le leader de la liste socialiste à Sassenage. Complètement, qui avait un programme au niveau communal qui me convenait. Et je trouvais que les attaques étaient plus ciblées sur son libre arbitre de son choix de vie au niveau intime. Et bien évidemment, pour moi, nous défendons toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, déjà à l'époque. Donc c'est pour ça que, bien évidemment, je l'ai suivi. Alors, Frédéric Schreiber, je rebondis sur ce que vous disiez. Vous parliez de Reconquête qui vous soutenait, de Debout la France. Pourtant, sur cette circonscription, il y a un candidat présenté par Reconquête, elle s'appelle Béatrice Lacroute. Il y a également un candidat présenté par Debout la France, Philippe Garrigos. Pourquoi pas d'union sur cette circo? Écoutez, chacun libre, ça s'appelle la démocratie. Moi, en tous les cas, je n'ai aucune animosité vis-à-vis de ces personnes qui se présentent. Bien au contraire, ce sont pour moi des concurrents, mais certainement pas des adversaires. Il faut trouver vraiment un consensus d'accord parce que la situation de la France doit nous motiver tous autant qu'on est.
Bon, si on est réunis aujourd'hui autour de ce plateau, c'est grâce ou à cause de cette fameuse dissolution dont on parle beaucoup depuis quelques semaines. Jean-Charles Collerot, j'imagine que vous aviez prévu, comme moi et comme nous, de faire autre chose en ce début d'été que de venir faire campagne sur le territoire. Est-ce que vous faites partie de ceux qui en veulent encore à Emmanuel Macron? Vous l'avez digéré cette... Non, moi je pense pas. Je fais partie de ceux qui soutiennent cette dissolution parce que le vote aux européennes, il fallait le prendre en considération. D'abord, il y a une augmentation de la participation et le vote des extrêmes est très haut. Et il y a quelques mois, une motion de censure qui a failli passer à 9 voix près qui avait été présentée. Les Républicains disaient qu'ils allaient présenter une motion de censure au moment du budget. Donc en fait, le président de la République a tenu compte de tous ces paramètres et a redonné la parole aux Français en disant « Ok, vous avez exprimé une colère lors des européennes, il faut l'entendre, il faut gouverner différemment. » Et je pense qu'on pourra tirer les leçons de ça. Mais est-ce que c'est exactement ça que vous voulez pour gouverner la France? Est-ce que c'est l'image de la France que vous voulez donner à l'international? Est-ce que vous voulez donner les clés du pays à la France insoumise d'un côté qui bordélise l'Assemblée nationale ou au Rassemblement national? Eh bien voilà, c'est un choix de confiance que le président de la République a fait. Et moi, je soutiens le fait de donner la parole aux électeurs. Est-ce qu'il n'avait pas une idée un peu plus machiavélique derrière la tête de se dire en quelques semaines, 3 semaines de campagne, la gauche n'arrivera pas à s'unir et je pourrais jouer une nouvelle fois la carte du seul rempart contre le Rassemblement national, et que finalement il a raté son coup puisque la gauche se présente unie et devance pour l'instant le camp macroniste dans les sondages? Vous savez, on peut prêter toutes les intentions. Quand on donne la parole aux électeurs, je ne crois pas que ça soit machiavélique. C'est un acte de confiance, au contraire. Les électeurs décideront dans 4 jours. Et quant à l'union de la gauche en 3 jours et le fait de dévoyer finalement la belle campagne de Raphaël Glucksmann et des gens qui s'étaient critiqués, voire lancé des anathèmes à la figure, et de voir qu'on est capable de se rabibocher pour des postes plutôt que des valeurs, bon, les électeurs là aussi jugeront, je pense. Il faudra quand même, dans beaucoup de circonscriptions, vous positionnez, vous, le camp macroniste, pour appeler à voter soit pour la gauche, soit pour le Rassemblement national, parce que c'est un cas de figure qui va se présenter à de nombreuses reprises la semaine prochaine. Oui, je crois qu'on analysera les résultats circonscription par circonscription. Donc, on fait tout. Ces cas de figure. Bien sûr, bien sûr. Et qu'on vous demandera de vous positionner, et qu'on peut même vous demander de vous positionner de façon théorique dès maintenant. Nous, on fait tout, en tout cas, pour qu'il y ait une alternative à un choix des 2 extrêmes. Et je pense que ceux qui veulent voter pour une liste cohérente, responsable, de clarté, avec des projets financés, ils pourront le faire dans cette 5e circonscription. Après, dimanche, moi, mon combat, depuis que je me suis engagé en politique, en 2002, quand Jean-Marie Le Pen a été au second tour de l'élection présidentielle, c'est contre l'extrême droite en particulier. Donc, je serai toujours présent au rendez-vous si nécessaire. Jérémy Yordanov, vous avez dit ni responsable ni rationnel à la dissolution. Effectivement, je crois que cette dissolution... Alors d'abord, le président de la République avait dit « je ne tirerai aucune leçon nationale du scrutin des européennes ». On a vu qu'il n'a pas suivi ce qu'il avait dit. Ensuite, à quoi sert tous les partis lui demandaient d'en tirer. Le Rassemblement national, finalement, on le critique. Le Rassemblement national lui demandait de tirer, de dissoudre, et là, il a suivi le Rassemblement national. C'était son choix. Il aurait pu attendre l'automne s'il y avait un blocage. Une dissolution, ça sert à quoi? Ça sert à lever un blocage institutionnel. Il n'y avait pas, à cette heure-là, un blocage. Il aurait pu y en avoir dans le futur, mais il y avait d'autres manières de résoudre ce blocage. En cherchant une coalition plus large, avec les Républicains ou avec une partie de la gauche. Vous n'avez jamais fait cet effort-là. Ensuite, je veux quand même vous dire que c'est une forme de paresse intellectuelle que de renvoyer les extrêmes dos à dos. Qu'est-ce qui menace aujourd'hui le pays? C'est l'arrivée au pouvoir de Jordan Bardella et Marine Le Pen. C'est l'extrême droite qui menace aujourd'hui d'arriver au pouvoir. Si nous avons fait une coalition de la gauche et des écologistes, c'est pour faire barrage au Rassemblement national et à l'extrême droite. Si vous refusez de voir ça et que vous renvoyez par paresse intellectuelle dos à dos tout le monde, qu'est-ce que vous faites? Vous normalisez l'extrême droite. Et je crois que ce discours-là, il faut faire un petit peu attention. Ce sont les outrances de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise dans l'Assemblée nationale qui ont banalisé l'extrême droite, qui l'ont respectabilisé à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon n'est pas député. Le comportement des députés de la France insoumise à l'Assemblée nationale a donné finalement une bonne image du Rassemblement national. Voilà. C'est triste à dire. Vous résumez le nouveau Front populaire à la France insoumise. Le nouveau Front populaire, c'est beaucoup plus que ça. C'est de la paresse. Et je pense que les électeurs ne vous suivent pas sur votre analyse. En tout cas, je pense que vous devriez changer d'élément de langage, puisque les sondages vous montrent quand même très, très en dessous des 2 forces qui aujourd'hui se font face pour incarner une alternance dans ce pays. Jérémy Yordanov, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple et plus sain aussi de désigner, comme l'a fait le Rassemblement national ou comme le fait le camp macroniste, un potentiel Premier ministre avant le vote, pour que justement l'ombre de Jean-Luc Mélenchon, qui plane, on peut le dire quand même, sur cette campagne, même s'il n'est pas député et qu'il n'est pas candidat, puisse s'estomper éventuellement si ce n'était pas lui qui était choisi? Je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire qu'on avait un système présidentialiste
parlementaire présidentialiste, où le chef de l'État était élu et derrière, il n'y avait pas de campagne pour les législatives et les Français lui donnaient une majorité. Depuis 2022, ce système-là ne fonctionne plus. Emmanuel Macron n'a pas eu de majorité. Là, on est dans le cadre d'une dissolution. Il n'y a pas de campagne sur la présidentielle. Donc, la question qui se pose, c'est quels sont les députés qu'on va envoyer à l'Assemblée nationale pour construire une majorité. Et c'est ça la question, rien d'autre. Et ensuite, les députés vont trouver une coalition de 289 députés sur un programme pour gouverner la France pendant 5 ans. C'est ça la logique institutionnelle. Vous l'avez fait avec la France Insoumise. Et ce programme-là, il devra être incarné, porté par une figure qui rassemble les 289 ou plus députés qui veulent porter ce programme. Il faut remettre les choses dans l'ordre. C'est un système parlementaire. Et moi, j'accueille cette cohabitation qui va arriver, plutôt favorablement. 2 blocs, une alternative. Dominique Escaron, on se demande ce que les Républicains peuvent jouer dans cette élection. Alors, c'est pas que les Républicains. Moi, j'ai envie de dire que c'est les personnes aussi qui ont un peu de bon sens terrain. Parce que quand on analyse la situation, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit d'un côté, on a le président qui nous a mis dans une situation qui est particulièrement complexe, que personne n'avait vraiment vu à cette période-là. Moi, je suis maire, j'en discute avec tous les collègues. C'est l'enfer. On était en train de parler Jeux Olympiques, football, pluie, vacances, soleil. Et là, on nous impose cette séquence abominable. Donc aujourd'hui, personne n'est ému. Moi, quand j'entends les programmes des uns ou des autres qui sont discutés en 3 jours dans des bureaux à Paris, mais ça n'a ni queue ni tête. Aujourd'hui, on est dans une impasse. On est dans une impasse qui a été mise en place par le camp macroniste, et on nous laisse face à face LFI et le Rassemblement national. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est excessivement dangereux, parce que faire des promesses comme les uns ou les autres font, juste pour se rappeler, le Rassemblement national, c'est un jeune qui a 28 ans, Jordan. Il n'a jamais travaillé et il va changer la France, là, dans les mois qui viennent. Mais qui peut croire une chose pareille ? Donc c'est un gage. Quand on regarde ensuite côté France Insoumise ou côté NUPES ou côté Front Populaire, moi, je les ai à la métro toute la journée. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gens qui se disputent, qui se chamaillent, qui sont d'accord sur rien, qui ne savent pas travailler, qui ne rendent pas le service aux citoyens. Moi, aujourd'hui, je pense qu'on fait fausse route. Et on fait fausse route parce que, encore une fois, voilà, c'est expliqué. C'est des militants qui désignent à Paris M. Yordanov. Bon, très bien. Pas à Paris, en circonscription. Oui, bon, en circonscription. C'est la démocratie, voilà, monsieur. Vous n'étiez pas élu ici, vous n'étiez pas connu et vous avez été désigné par des militants là-bas. Voilà. J'ai grandi à Saint-Martin-du-Riage. Donc à partir de là, des gens qui n'ont jamais agi sur le terrain, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'aimez pas la démocratie chez les Républicains qui ne font pas des choses adaptées aux gens. Voilà. Même dans votre parti, vous n'êtes pas capable de faire la démocratie. Frédéric Schreiber, sur le cas Jordan Bardella, parce que vous, on ne peut pas dire que vous n'êtes pas clair sur la personne qui sera à la tête de la France si vous remportez ces élections. Ce sera Jordan Bardella. Effectivement, il a 28 ans. Il a arrêté ses études après le bac. Il n'a aucune expérience professionnelle, si ce n'est son parcours au sein du Rassemblement national. Ça peut paraître un peu léger. Vous êtes chef d'entreprise. Est-ce que vous auriez confié les rênes de votre entreprise à quelqu'un qui arrive avec le bac, 28 ans, sans aucune référence professionnelle ? Je trouve déjà que c'est très restrictif. Et en fait, l'âge n'est pas représentatif en fait, des convictions et de l'engagement pour son pays. Aussi. Et donc, il a son expérience qu'on doit respecter, puisqu'en fait, justement, il ferait preuve de clarté. Nous articulons un programme avec un calendrier spécifique. Nous préférons dire tout avant, parce que nous ne sommes pas dans les slogans électoralistes ou sur des positions partisanes. Je tiens par contre, par rapport à notre président, effectivement, je tiens aussi à souligner qu'il a dissous une Assemblée nationale conformément à l'esprit de notre Constitution, et donc nous l'approuvons. Par contre, et là on peut s'en féliciter, ce calendrier électoral très serré nous permet effectivement de clarifier des options politiques désormais plus lisibles pour les Français. Donc, après recul et en regardant ce qui se passe, nous pouvons effectivement définir une gauche prise en otage par l'extrême gauche, une gauche abîmée, notamment avec la France insoumise qui verse dans une violence endémique. Un bloc macroniste, composite, qui nous propose un nouvel horizon ensemble, la poursuite d'un système qui a failli et qui a vécu, et une alternance avec une coalition appelée l'Union nationale, que j'ai l'honneur de représenter,
qui rassemble des représentants de nombreuses formations. Sachez que pour le programme, cela fait un moment que c'est en gestation. Et déjà pour réaliser autour d'un objectif politique commun, non avec un esprit de parti, mais avec une volonté de fédérer tous les Français dans ce grand objectif collectif, celui du redressement de la France. Nous sommes à 3 000 milliards de dettes. Vous évoquez le programme. On va y venir. D'ailleurs, cette semaine, Jordan Bardella a dévoilé ses propositions, notamment sur le pouvoir d'achat, qui est un peu l'élément central de cette campagne, qui a suscité beaucoup de colère chez les Français ces derniers mois. Sur ce point du pouvoir d'achat, quelles sont les principales mesures que vous comptez mettre en place ? Eh bien, déjà, donc, comme il l'a dit, au niveau, comme Jordan nous l'a encore expliqué hier, donc ça sera par la baisse de la TVA sur les produits énergétiques. Ce sont des mesures d'urgence pour qu'elles profitent à tout le monde et très rapidement. Donc, ça sera décidé en session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Si bien évidemment le peuple décide, le peuple enfin souverain, parce qu'il peut enfin s'exprimer, nous donne une majorité pour pouvoir effectivement amener à cette mesure qui pourra répondre vraiment à l'urgence et à l'angoisse de chaque Français. Nous pouvons effectivement, nous souhaitons aussi sortir des règles européenne des fixations des prix de l'électricité. Sortir de l'Union européenne, vous voulez dire ? Non, nous voulons sortir des règles de fixation du calcul. Jordan Bardella a dit qu'il ne financerait plus, qu'il voulait ne plus abonder le budget de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je reformule le fait depuis le début, je vous engagerai à regarder son programme, c'est bien sur le calcul comme l'ont fait l'Espagne, comme l'ont fait le Portugal, mais il se trouve déjà il y a quelque temps en arrière. Ils sont sortis des fixations des prix de l'électricité. Parce qu'ils ont très peu d'interactions avec les autres pays. Nous, en France, on a énormément d'interactions avec les pays voisins. On ne peut pas sortir des règles parce que, justement, aussi, nous exportons énormément d'électricité. Donc, si on sort des règles de ce marché... À quel coût ? Et à quel prix ? Oui. Allez expliquer aux Français qui souffrent qu'il faut mettre un col roulé en hiver et ne pas chauffer. Je trouve qu'on demande beaucoup au peuple français. On a fait le bouclier tarifaire. On a mis plusieurs dizaines de milliards d'euros pour protéger les Français, pour protéger les boulangers, les agriculteurs, les stations de ski, quand les prix de l'énergie ont augmenté. Quand vous baissez la TVA sur les carburants, vous financez les importations de pétrole du Moyen-Orient, madame. Gouverner. Je tiens simplement quand même à tenir au courant les personnes qui nous regardent que le 13 juin dernier, il y a un rapport qui est sorti, qui a été publié par rapport au Sénat, qui, je cite, dit « Aggravation du déficit public, un rapport du Sénat épingle l'imprudence et la rétention d'informations du gouvernement ». Donc c'est un état de fait, ça ne vient pas de nous. Et par rapport à cette situation dramatique, on demande toujours de plus en plus d'efforts aux Français et à tous nos concitoyens du peuple français. Ce n'est pas un problème ni de conviction ni de choix personnel. Quand on a des soucis pour pouvoir faire son plein, pour pouvoir se chauffer, pour pouvoir s'alimenter, il se trouve que des mesures d'urgence doivent être prises et c'est ce que nous nous engageons à faire. Alors, baisse de la TVA d'un côté, la gauche répond hausse des salaires. Jérémy Yordanov, alors ce point aujourd'hui... Et l'annulation, excusez-moi, de la réforme chômage qui est fort injuste. Nous en tous les cas, c'est ce que nous pensons. Vous ne dites jamais comment vous financez ces mesures, hein, quand même. C'est vrai que vous êtes les virtuoses à ce niveau-là, mais vous savez, tous les Français connaissent les 7 notes de la gamme, mais nous ne sommes pas les virtuoses de la dette. Si on en est là aujourd'hui dans l'opinion publique, c'est qu'il y a eu beaucoup de frustration, de déception de gens sur des promesses faites lors de différentes campagnes électorales qui n'ont pas été tenues. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette augmentation du SMIC, importante, de 1 400 à 1 600 euros, qui est portée par la gauche dans cette campagne, génère également de la déception si elle n'était pas réaliste ? Je pense que premièrement, elle est réaliste et deuxièmement, vous avez raison de dire qu'il y a de la déception en France par rapport aux politiques publiques qui sont menées. Emmanuel Macron a été élu en 2017 sur une jambe gauche, une jambe droite. Un programme dû en même temps et il a très vite abandonné toutes les questions sociales, toute la justice sociale, les questions environnementales, on en parlera à combien était le SMIC en 2017, M. Yordanov? C'est pas la question. Le taux de pauvreté a augmenté. 1 250 euros. Donc oui, en fait, mais il y a eu une augmentation. L'inflation a augmenté, vous le savez, l'inflation mais l'inflation a augmenté, mais au final, il y a eu une augmentation de 230 euros du SMIC en 7 ans. Donc vous voyez, vous dites que rien n'a été fait, mais c'est totalement faux. La pauvreté a augmenté en France. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui qu'Emmanuel Macron mène une politique sociale. Ça crée de la frustration. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Non, mais écoutez,
si vous avez fait un mauvais score aux européennes, c'est aussi parce que votre politique n'est pas celle que vous aviez promise, ni sur la démocratie, ni sur le social. Et donc, à un moment donné, si on veut réparer cette société qui est fracturée, il faut réduire les inégalités. Ça passe par rehausser les salaires, réduire la pauvreté, et ça ne peut pas être une politique du chèque, ça ne peut pas être uniquement sur la TVA. Il faut encourager le travail. Moi, je suis pour cette valeur travail, mais simplement, il faut le payer. Et il n'y a pas de raison que ce soit uniquement le capital qui paye en France. On a chiffré notre budget, on veut supprimer la flat tax, rendre la CSG progressive. C'est une logique, si vous voulez, de réduction des inégalités dans ce pays. Voilà. Aller chercher l'argent là où il est, Dominique Escarron, ça paraît une mesure de bon sens. Qu'en pense le camp des Républicains ? Alors, moi, j'ai la chance d'être un peu plus âgé que tout le monde. Donc, je me rappelle de 1981. Voilà. François Mitterrand. Ouais. Je me rappelle de la catastrophe industrielle qu'il y a eu derrière. Je me rappelle de mon petit livret de change bleu quand je travaillais pour Merlin-Gerin pour aller à l'étranger. Il fallait déclarer au franc près là, ce qu'on sortait du pays tellement il n'y avait plus d'argent dans les caisses de l'État. Ce que vous proposez, c'est exactement de refaire ce qui a été fait. D'ailleurs, M. Mélenchon était ministre de M. Mitterrand à l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quand vous augmentez comme ça les salaires d'une manière aussi importante et brutale, moi je suis maire, moi j'ai du personnel, j'ai 3 ASEM à l'école. Et ben demain, j'en ai plus que 2. C'est le chômage qui va augmenter. C'est pas vrai. Ou les impôts, l'argent, il s'invente pas. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, n'arrivez pas à comprendre, c'est ce que c'est la valeur ajoutée. C'est-à-dire de créer de la valeur. La valeur, elle est créée dans les entreprises, elle est créée par le travail de tout le monde. Elle n'est pas travaillée par des déclarations où on dit on va raser gratuit, augmenter tout le monde parce que ça fait plaisir. Il faut soutenir les entreprises. Moi, je suis persuadé que c'est excessivement dangereux, que ça va pénaliser énormément de petites entreprises, de PME. Toutes les communes, je ne sais pas comment on va pouvoir financer ce type d'augmentation. La majorité d'Emmanuel Macron. Ensuite, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être extrêmement attentif à ce type de salaire, parce qu'il faut effectivement, comme ça a été rappelé, augmenter un petit peu, il faut baisser les charges, mais encore une fois, baisser les charges, c'est pour ça dire qu'il faut faire du social, il faut être extrêmement attentif. Baisser les charges, ça veut dire il faut mieux gérer tout ce qui est assurance chômage, assurance retraite, assurance maladie. Aujourd'hui, l'envolée des arrêts maladie, quand on n'a pas de lit à l'hôpital, c'est pas parce que l'État n'a pas donné des budgets, c'est parce qu'il n'y a plus le personnel. Beaucoup de gens sont en arrêt. Pourquoi il faut revaloriser les métiers du soin. Il y a une réforme aujourd'hui qui est, à mon avis, trop brutale. Il y a des gens qui subissent un chômage qu'ils n'ont absolument pas imaginé. Il faut les aider, il faut être avec eux. Par contre, il y a d'autres gens qui profitent, entre guillemets, de ce système parce qu'il est de droit, qui permet de travailler 6 mois, de faire autre chose. Il faut être plus attentif à chaque chose, mieux gérer, mieux travailler sur les processus, travailler sur les méthodes. Tout ça, c'est pas fait. C'est que de la promesse. Je crois que c'est pas fait du tout par le Mais j'ai pas dit que c'était fait. Aujourd'hui, ça n'a pas été fait d'une part parce que les programmes qui ont été menés n'ont pas été faits pour les gens. Donc on leur complique la vie avec l'administration, avec des tas de choses comme ça. Et puis votre programme, il va ruiner la France. Mais de la même manière que le Rassemblement national est une menace. Quand les Républicains auront un programme, on pourra en parler. Sur la question de l'assurance chômage, moi je mets en garde la réforme qui va être prise par décret quand le Parlement n'est plus là, alors qu'il y a un texte qui devait être débattu à l'Assemblée, donc je passe sur les questions démocratiques, ça va mettre en difficulté toutes les filières dans le tourisme, toutes les filières dans l'agriculture, là où il y a des emplois saisonniers. Ensuite, sur le niveau de salaire, moi je crois qu'il faut... Et les entreprises, il faut aider les entreprises, il faut leur donner de la visibilité sur le carnet de commandes, sur les normes. Ça ne veut rien dire ce que vous dites, donner de la visibilité aux entreprises. Non, mais moi je suis chef d'entreprise, c'est vous qui allez me donner de la visibilité sur mon entreprise. Mais arrêtez, là vous parlez pour parler, ça ne sert à rien de dire ça, absolument à rien. Et ça rassure personne, moi je vous le dis. Peut-être un peu parce que, voilà, j'ai l'impression ici qu'on vit dans un pays où tout irait mal, où on a aidé personne depuis 7 ans. Moi, je veux rappeler, et j'ai redit ce chiffre, quand en 2017, nous sommes arrivés aux responsabilités, le SMIC était à 1 170 €. Aujourd'hui, il est à 1 400 €. Donc, on a fait une augmentation de 230 € en 7 ans. Donc, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Non, mais rien n'a été fait. Mais sauf que là, ils veulent faire une augmentation brutale qui va mettre énormément de personnes au chômage parce qu'ils vont mettre les entreprises en difficulté. Elles ne pourront pas absorber cette
cette hausse brutale. Deuxièmement, le chômage a été réduit. On est passé de 10% de chômage à 7,5% aujourd'hui. Et la première mesure de pouvoir d'achat, c'est que finalement les gens puissent retrouver un emploi. Et quand il y a finalement plus de postes qui sont proposés que de candidats, ça donne des marges de manœuvre de négociation aussi sur les salaires, puisque les employeurs sont obligés d'être plus attractifs. On a fait les prothèses auditives, les lunettes, les prothèses dentaires à 1 euro. On a fait la mutuelle étudiante à 1 euro. On a supprimé la taxe d'habitation, 600 € en moyenne par foyer, par personne. On dirait que ça n'a pas existé. On a supprimé la redevance télé, 150 € que finalement les citoyens payaient auparavant. Pendant le Covid, on a nationalisé toute l'économie. On dirait qu'on a oublié les centaines de milliards d'euros qui ont été mis pour protéger l'économie, aider les entreprises, faire du chômage partiel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la France est un des seuls pays d'Europe qui est en croissance, là où les autres pays sont plutôt en récession. Donc moi, je veux bien et j'entends qu'il y a des difficultés. Bien sûr qu'il faut aller encore plus loin, bien sûr qu'il faut aider encore plus. Mais je ne pourrais pas laisser dire qu'on n'a rien fait. C'est scandaleux de dire ça. Alors vous parlez d'emploi. Effectivement, le taux de chômage a reculé, et c'est très bien ces dernières années. On est sur une circonscription, la 5e, où le taux de chômage est encore plus bas que la moyenne nationale. Et il y a des emplois en perspective qui vont se créer, notamment à Crolles, sur un site emblématique, le site de ST Microelectronics, où 1000 emplois sont liés à l'extension de l'usine qu'on voit en images, des emplois qui ont été aussi largement subventionnés par les deniers publics, Jean-Charles Collaroy. Jérémy Yordanov, est-ce que c'est une bonne stratégie d'aider comme ça des grandes entreprises à pouvoir se développer et créer de l'emploi sur le territoire? Alors, moi je suis favorable à l'aide aux entreprises dans les secteurs stratégiques. C'en est un là. C'en est un. Les puces, c'est un secteur stratégique. On pourrait parler des médicaments, on pourrait parler de l'agriculture. Simplement, quand on aide, c'est de l'argent des impôts. Il y a des fonds européens aussi pour ST Microelectronics. Là, il y a des fonds européens. De l'État. Et donc, ce qu'il faut demander, ce sont des contreparties sociales et environnementales quand on met de l'argent public. Là, aujourd'hui, vous dites qu'il y aura des emplois. Pour l'instant, le bâtiment, il est créé. Il n'y a pas les machines à l'intérieur. L'enquête publique a été faite à l'envers, il n'y a pas eu de concertation préalable, le commissaire enquêteur a tout remis à plat. Le marché mondial est en train de baisser un peu, en tout cas il y a une petite vague. Donc je ne sais pas à quel moment seront là les machines et les emplois. Dans tous les cas, il faut aider le secteur industriel, mais pas que. Il faut aussi aider les moyennes et les petites entreprises. Simplement, on ne peut pas aider sans regarder où on va sur les questions de transition écologique et sur les questions de conditions d'emploi. Voilà. Et nous ne souhaitons pas faire des aides inconditionnées aux entreprises. On veut mettre des critères. Mais les entreprises, elles vont jouer le jeu puisqu'elles embauchent. Si le chômage a baissé, c'est aussi parce que la France est redevenue attractive. Depuis 5 ans, chaque année, la France est le pays d'Europe qui est le plus attractif. Aujourd'hui, on peut être fier qu'il y ait des entreprises internationales qui s'implantent en France plutôt que de le faire en Italie ou en Pologne. À ST Micro. Pardon ? Est-ce que vous avez discuté avec les syndicats à ST Micro ? Je suis allé 3 fois à ST Micro quand j'étais député auparavant, effectivement. Avec les syndicats. Oui. Et donc, ils ne sont pas contents que l'emploi se développe en France, qu'il y ait des perspectives pour les salariés, qu'il y ait le carnet de commandes qui soit plein, que ça se fasse plutôt en France qu'en Italie. Je pense que dans les grandes entreprises, il faut mettre un petit peu de démocratie aussi. Il faut que les salariés puissent avoir leur mot à dire dans les conseils d'administration. Et il faut mettre des contreparties environnementales, que ce soit sur la gestion de l'eau ou sur les rejets dans l'Isère. Aujourd'hui, il n'y a pas de contrepartie. Ils ont simplement demandé à la préfecture de rehausser les normes pour les rejets. Alors que ce sont des industries qui savent faire autrement. À Taïwan, les mêmes entreprises, elles ont des systèmes qui purifient l'eau, qui recyclent beaucoup plus qu'ici. Si on ne leur met pas les contraintes, elles ne le font pas. Mais en fait, elles sont en capacité de le faire. Donc l'État doit être un petit peu stratège dans les secteurs qu'on soutient et qu'on développe. Et l'environnement, tout le monde le sait, c'est dans les 10, dans les 20 années qui viennent, si on ne prend pas une avance technologique dans ces secteurs-là, ce seront les Danois, les Allemands, les Italiens, les Espagnols qui nous prendront des parts de marché. Moi, je pense que l'État doit être stratège et que quand on aide les entreprises, il faut donner une visibilité, des critères, c'est la visibilité dont je parlais tout à l'heure. Dominique Escaron, alors moi je me suis amusé avec ce qui me restait de notions de mathématiques à diviser 3 milliards, 2,9 milliards, c'est vraiment ce que l'État français met sur le projet de ST Microelectronics. J'ai divisé par 1000 emplois créés, c'est ce qu'annonce l'entreprise. Ça revient à peu près à 3 millions d'euros par emploi. Un salarié moyen dans une vie de travail, une quarantaine d'années, va gagner à peu près 1 million d'euros. Donc là, on est quand même sur une subvention d'argent public de Dominique Escaron importante pour le projet ST Microelectronics. Comment LR appréhende ce type d'aide aux entreprises françaises? Après, c'est un problème de choix, c'est-à-dire la décision qui a été prise à la fois par l'Europe
par la France et par les acteurs du Grésivaudan. C'est de dire qu'on veut se positionner dans le futur. On ne veut pas être traînard, grincheux, pas donné à aller de l'avant. On veut aller de l'avant et on veut être présent sur ces marchés. On veut être présent parce que si ces usines commencent à ne plus investir, à plus être à la pointe, c'est toute une vallée qui va être en difficulté. La ville de Crolles, mais tout l'autre côté également, les gens... faut voir les gens qui travaillent dans ces industries, tous les sous-traitants, tous les supports, le boulanger qui fournit le pain aux sous-traitants, etc. Enfin, c'est incroyable, la dynamique qu'il y a derrière. Alors effectivement, si on fait des petits calculs où on divise comme ça, voilà, un gros calcul... Non, vous faites un gros calcul, mais il faut l'étaler sur le temps. Quand on joue sur des industries comme ça... Des investissements énormes. Voilà, n'oubliez pas une autre chose, c'est que notre écosystème avec l'université, avec nos professeurs, avec le CEA, avec tout ce qui est fait dans la recherche, dans le développement, dans l'industrie, tout ça, c'est des filières énormes, c'est notre vie à tous qui est en jeu. Alors effectivement, il faut être attentif et M. Yordanov a raison de le rappeler, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais je pense que c'est des investissements qui sont raisonnables et qui vont dans l'avenir, qui nous permettent de garantir à nos enfants d'avoir du travail. Parce que ce n'est pas tout de s'amuser, de faire joujou avec 2-3 bricoles ici en local. Comment on garantit à nos enfants un niveau de qualité de vie, un niveau de prestations sociales? Comment on paye la retraite? Comment on paye l'amélioration du SMIC? Comment on paye tout ça si on n'a pas une industrie flamboyante qui tient la route au niveau international? Ça ne se fera pas. Donc, la compétition, ça a été dit, les puces, elles sont faites. Là, en ce moment, les États-Unis sont en train de remonter en puissance sur les usines de semi-conducteurs. Taïwan l'a toujours été. La Chine est en train de le faire. Enfin, tout le monde est en train de monter. Si l'Europe n'est pas capable de le faire, on ne va pas y arriver. La même chose a été faite, par exemple, sur le vélo. L'Europe a essayé de remettre la fabrication des vélos en Europe. C'est le Portugal et la République tchèque qui ont récupéré les usines, etc., avec des investissements importants. Nous, on joue cette carte technologique parce que notre écosystème le permet, parce qu'on a cette force pour l'avenir. Donc il ne faut surtout pas mégoter et je pense que c'est un très bon investissement. Alors, pour finir sur le volet social, après on passera à un autre thème. Dominique Escaron évoquait les retraites, qui est un sujet aussi qui a animé la vie politique sur ces 2 dernières années. Frédéric Schreiber, Marine Le Pen avait fait campagne en 2022, c'est pas très loin, sur une retraite à 60 ans. Jordan Bardella, vous l'avez dit, s'est allié avec notamment Éric Ciotti qui prônait, lui, une retraite à 65 ans, voire plus. Là aussi, on a un petit peu l'impression que c'est le grand écart sur ces 2 positions. Quelle va être la ligne du Rassemblement national s'il est en mesure de gouverner dès le mois de juillet? Eh bien, comme je vous l'ai dit, il y a eu une gestation et une concertation avec toujours un objectif gagnant-gagnant. Donc, si nous ne faisons pas une réforme effectivement adaptée au niveau justice sociale, nous perdrons le fondamental de notre joyau concernant les retraites, c'est-à-dire par répartition, et nous arriverons inévitablement vers de la capitalisation. Donc, il est très important pour pouvoir respecter tous nos concitoyens de continuer dans la réflexion d'une réforme par répartition. Ça, nous sommes bien d'accord. Après, effectivement, il faut pouvoir vieillir en bonne santé et profiter de nos vieux jours. Donc, la chose est clairement exprimée et décrite dans notre programme. Donc, pour les personnes qui auront commencé à travailler avant 20 ans, qui auront 40 annuités, donc taux plein, elles pourront partir, elles auront la possibilité de partir à 60 ans. Et après, pour les autres, c'est 42 annuités pour avoir une retraite à taux plein. Après, si les personnes souhaitent partir avant et pas avoir une retraite à taux plein, chacun est libre. Mais parce que de toute façon, il faut bien le financer, c'est la solidarité intergénérationnelle. Donc, à un moment donné, il faut quand même toujours avoir en présence d'esprit les personnes qui ont, qui ont commencé jeunes, mais qui ont eu surtout aussi une pénibilité au niveau de leur travail et qui ont le droit, du coup, comme elles ont commencé plus tôt et ont acquis 40 annuités, ont le droit, effectivement, de pouvoir profiter de leurs petits-enfants en bonne santé. Jean-Charles Collaroy, vous faites plutôt partie de l'aile gauche de la Macronie, enfin, je ne sais pas si on peut le décrire comme ça. Vous n'étiez pas député au moment du débat sur la réforme des retraites, hein, c'était l'an dernier, mais si vous l'aviez été, est-ce que vous l'auriez voté, en sachant qu'elle est passée avec un 49-3 ? Mais imaginons qu'on vous ait demandé votre avis.
Je l'aurais voté, oui. Ouais. Je regrette qu'on n'ait pas pris la main des syndicats, et c'est ce qu'on aurait pu faire dans le premier quinquennat. On avait une réforme à points qui avait été construite par la CFDT avec Laurent Berger, et là on aurait pu faire une réforme d'ensemble du système qui aurait permis sûrement d'améliorer le fonctionnement de la retraite et de faire passer une réforme plus acceptée. Moi, ce que je veux rappeler, c'est qu'on est passé de 3 actifs pour un retraité à 1,5 actifs pour un retraité. Par ailleurs, dans le même temps, l'espérance de vie augmente. Donc on voit bien que si on veut avoir un équilibre financier de nos retraites et garder ce système par répartition qui fait la fierté de la France, eh bien sûr qu'il faut faire évoluer. Personne ne fait une réforme des retraites par plaisir. François Hollande en a fait une, des gouvernements précédents en ont fait une autre. Là, il y avait un risque sur le financement de nos retraites à long terme. Moi, je n'ai pas envie que nos enfants ou nos petits-enfants aient un système qui soit déficitaire. Donc oui, une réforme difficile a été faite. Au départ, le président de la République, d'ailleurs, prônait pour un âge à 65 ans. C'est un compromis qui a été trouvé pour un âge à 64 ans. Mais ceux qui vous proposent aujourd'hui de revenir à 60 ans, ce sont des promesses irréalistes que personne ne fera. Personne n'y croit. En fait, ça fait plaisir à entendre, mais personne n'y croit. Aucun pays européen ne fait ça. Parce que je rappelle qu'il y a moins d'actifs pour le nombre de retraités et qu'on vit plus longtemps. Et ça, c'est une réalité, il faut s'y adapter. Et moi, je veux garder le système par répartition. On ne pourra jamais revenir en arrière sur l'âge des retraites, Dominique Escaron, pour vous? Peut-être qu'un jour, la situation changera. En tout cas, dans le contexte actuel, moi, je suis persuadé... Alors moi, j'ai 59 ans et tous mes trimestres depuis l'âge de 16 ans. Donc, je suis un peu concerné, je peux en parler. Ce que je reproche, moi, à ce type de réforme, ce que je lui reproche avant tout, c'est sa brutalité. C'est le fait qu'effectivement, les syndicats n'aient pas réussi à se mettre d'accord avec le gouvernement, qu'effectivement, on n'ait pas pris en compte la totalité du sujet, c'est-à-dire il y a encore des gens qui partent à la retraite très tôt et d'autres très tard. Il ne faut pas essayer d'expliquer pourquoi, parce que ça devient compliqué, mais en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'on doit faire évoluer les choses beaucoup plus doucement, mais dans une certaine direction. La direction, on le sait, il faut travailler un peu plus, on le sait. Donc il faut travailler un peu plus, mais pas avec la brutalité où ça a été fait par 49.3 en force comme ça. Je crois que même les LR qui défendaient la réforme des retraites ne l'ont pas votée. Ils défendaient une réforme des retraites encore plus brutale et ils ne l'ont pas votée. On a mis fin aux régimes spéciaux de retraite que les LR demandaient depuis des années. Ils ne l'ont pas voté. Donc vous voyez, dire la position que qui est de c'est dire... brutal, à mon œil, il faut bien avancer. Oui, mais pas forcément... Mais c'est ce que vous avez dit. Il faut le faire avec les syndicats. Et moi, ce que je rajoute, il faut le faire dans le temps. Il faut le faire calmement et il faut le faire en étant relativement honnête vis-à-vis de tout le monde. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas répondu à toutes ces questions. Donc c'est améliorable. Alors, de ce côté-là, donc travailler un peu plus, c'est inéluctable. Jérémy Yordanov, ce que vous proposez à partir du 8 juillet, puisque j'ai vu que la réforme serait abrogée dès le lendemain du deuxième tour, je ne sais pas si c'est possible, mais bon, c'est de travailler moins, 62 ans, et avec l'objectif de redescendre à 60 ans prochainement. Je crois que la première étape, effectivement, c'est d'abroger cette réforme parce qu'elle a été, et ça a été accepté par M. Colin-Roy, elle a été adoptée dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Il aurait fallu que tout le monde soit autour de la table et que les syndicats soient autour de la table. Et moi, je rejoins assez la vision de M. Escaron de dire sur une réforme aussi importante qui concerne la solidarité intergénérationnelle, la solidarité nationale. On ne peut pas passer en force en contournant les syndicats, la mobilisation dans la rue. Il y a peut-être des choses à bouger, mais il faut que tout le monde soit d'accord, qu'il y ait un consensus. Il n'y avait pas de consensus sur ce qu'il fallait faire, il n'y avait pas de consensus sur la méthode, ni sur l'âge, ni sur rien du tout. Donc cette méthode, cette réforme, c'est vraiment ce qu'il ne fallait pas faire. Ce qu'on propose, c'est de revenir, dans un premier temps, au système antérieur. Et si besoin, on verra après ce qu'il convient de faire. On a besoin, on le sait. On ne peut pas laisser croire qu'on va revenir comme ça en arrière et rien après, faire. Ce sont des choix de société. C'est pas possible. Ce sont des choix de société. Les Républicains. À 60 ans, là, vous dites. C'est un objectif. Si besoin. C'est clair dans votre programme. Donc là, alors, vous êtes en train de nuancer votre programme. J'ai pas compris. Non, le programme, il dit d'abord, on revient sur la réforme qui a été adoptée sous votre quinquennat. Donc on revient à 62. Et ensuite, il y a un objectif à 60. C'est un objectif, il faut pas le discuter. C'est bien votre objectif très clair. Je veux dire, il est dans votre programme, vous voulez la retraite à 60 ans. C'est un objectif et il faudra trouver un système équilibré. Ce ne sera pas 60 pour tout le monde, c'est un âge de départ, vous le savez, on ne va pas rentrer dans la technique, ça perd tout le monde. Mais il y a des gens qui commencent à travailler très jeunes, il y a des métiers qui sont très pénibles. Moi, je suis pour l'allongement du temps. Oui, mais il y a beaucoup de critères de pénibilité qui ont été enlevés par le quinquennat, sous les deuxième quinquennat Macron.
Voilà, je crois que vous ne prenez pas en compte les métiers les plus pénibles, certaines situations, et moi je suis favorable à ce que certains métiers, certains emplois puissent durer plus longtemps. J'ai pas de problème avec ça. Après, le vrai problème dont vous oubliez de parler, c'est la dette. Un des gros soucis de notre France, c'est sa dette. Aujourd'hui, sans donner des chiffres parce que personne n'y comprend plus rien, mais le remboursement des intérêts de la dette, c'est plus que le budget de la justice, par exemple, avec les prisons et tout le bazar. C'est énorme comme poids. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, la moindre défiance sur les marchés où on emprunte tous les matins pour payer nos retraites et plein d'autres choses, la moindre peur sur ces sujets-là, la peur que vous générez, entraînerait une augmentation significative des taux d'intérêt par stress. Les taux d'intérêt, ils augmentent sous le quinquennat. Oui, mais ça serait une accélération qui pourrait être... ça, c'est ce que vous dites. Dans l'histoire de la Ve République, la dette a plus augmenté sous la droite que sous la gauche. Sous Jospin, elle a même diminué. Donc moi, je suis d'accord avec vous, la dette, c'est un problème. Par contre, il ne faut pas raconter n'importe quoi et faire peur quand la gauche gouverne. Elle gère très bien les finances publiques. Et par ailleurs, la question de la dette, c'est une question de la répartition de la richesse et de l'impôt. Et à quoi va servir la dette? Est-ce qu'on finance des infrastructures, des entreprises, etc. ou est-ce qu'on finance des salaires et de la retraite? Est-ce qu'on finance la transition écologique ou pas? C'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on répartit la richesse dans le pays? Vous voyez, on a fait un bouclier tarifaire qui a aidé à payer les factures d'énergie des Français. On a fait il y a un tiers de cette dette qui est liée à la protection des Français et des entreprises pendant le Covid. Vous vous en souvenez plus? Oui, mais après le Covid, vous avez continué sans changer de politique fiscale. Voilà. Vous avez supprimé des recettes fiscales et vous avez continué à aggraver la dette après le Covid. Le Covid n'excuse pas tout. Ouais, il ne faut pas l'oublier. L'ISF, Jean-Charles Collaroy, qui a été supprimé par Emmanuel Macron, puisqu'on parle de recettes fiscales et qui peut être un gisement, en tout cas, si on en croit le programme de gauche. Je parlais des positionnements que vous auriez pu avoir un peu différents de ce qu'a fait le gouvernement. Est-ce que c'était une bonne décision de le supprimer, cet impôt sur les grandes fortunes? Alors, on n'a pas supprimé l'ISF. On a gardé la partie qui concerne le patrimoine et l'immobilier, et on a exonéré la partie qui concerne l'investissement dans les entreprises. Et si aujourd'hui, on a un chômage qui baisse, c'est aussi parce qu'il y a des entreprises qui trouvent des investisseurs qui sont dynamiques et que la France est attractive. Oui, je pense que c'est la baisse du chômage, c'est aussi le résultat d'une politique d'attractivité de notre pays et de dynamisme économique. Alors bien sûr, il faut un dynamisme économique qui soit pour plus de justice sociale, plus de transition écologique. Mais on est en train de le réussir aussi, tout n'est pas parfait. Mais sur la transition écologique, on baisse très fortement nos émissions. Donc on arrive à avoir de la croissance économique tout en baissant nos émissions de gaz à effet de serre. Donc je veux dire, il ne faut pas être tout le temps défaitiste et pessimiste par rapport à ce que fait la France. Alors, vous parlez d'environnement. On va en parler quelques minutes pour finir ce débat. Jérémy Yordanov, bizarrement, j'ai l'impression que sur ce thème, l'accord à gauche pourrait exploser. Il y a des positions très divergentes, notamment sur la gestion et la stratégie énergétique au sein du nouveau Front populaire. De votre côté, les écologistes qui veulent une sortie du nucléaire, et puis par exemple les communistes qui sont vraiment fervents défenseurs de cette énergie. Comment vous allez arriver à vous positionner si vous gouvernez? Nous avons mis tous les points sur la table quand on a signé l'accord, et donc si vous lisez l'accord, il est très clair sur l'ensemble des sujets. Sur celui-là aussi? Sur la question du nucléaire, on a des divergences dans la coalition. On ne les met pas sous le tapis. Et on dit que ces divergences, elles devront être tranchées à l'Assemblée nationale. Comment? Par un vote, ça s'appelle la démocratie. Donc si le groupe France Insoumise et le vôtre sont majoritaires, ce que nous demandons, ça sera une politique anti-nucléaire qui sera décidée. Ce que vous ne savez pas faire dans la majorité présidentielle, c'est faire des votes de coalition, des votes transpartisans. Sur le plan climat-énergie, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où va la France. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut un plan climat-énergie. Il faut un plan pour sortir du carbone d'ici 2050, pour la neutralité carbone. Et sur l'énergie, on veut des objectifs. Et on mettra ce débat au vote à l'Assemblée nationale. Sur le nucléaire, moi, j'ai ma position qui n'est pas celle des autres partis, effectivement, et je l'assume. Si vous voulez qu'on en débatte, il n'y a aucun problème à en débattre. C'est une question de principe, de responsabilité. Je pense aussi que c'est une énergie qui est très chère par rapport à nos voisins. On perd du temps sur le renouvelable. Mais donc c'est crucial pour la décarbonation du pays. C'est-à-dire que vous voulez vous passer de cette énergie électrique décarbonée que nous avons et ces savoir-faire français. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'énergie la plus chère. Et que si on ne va pas suffisamment fort sur le solaire, sur l'éolien en mer,
etc., on va être devancé par les Espagnols, par les Italiens, etc. Vous dites que l'énergie nucléaire des centrales historiques, c'est l'énergie la plus chère, l'électricité la plus chère en France. Bon, je crois que tous les rapports montrent que c'est au contraire un atout pour la France, que c'est une électricité bon marché. Et là, les énergies renouvelables que je soutiens aussi, mais qui sont intermittentes, il faut y rajouter le coût du stockage, le coût de l'intermittence, le coût du développement de réseau. Pour pallier l'intermittence, il faut aller sur du stockage, sur les steppes, sur l'hydroélectricité, il faut aller sur l'hydrogène. Moi, j'ai aucun problème à discuter de ces sujets-là. Mais de dire qu'on va sauver la France... C'est un peu de la science et de la technique dont on parle, c'est pas du fantasme et du rêve. Aujourd'hui, on ne sait rien stocker et votre énergie renouvelable, la difficulté à 19h en novembre, on ne sait pas comment faire. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas un socle à base de charbon, de nucléaire ou de gaz, vous ne passez pas. Et on va couper et on va augmenter le prix en achetant aux Allemands de l'énergie fabriquée avec du charbon. Fermer les centrales. Donc ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est quand même de la technique. C'est-à-dire on ne peut pas dire n'importe quoi. D'accord, on ne peut pas dire n'importe quoi. L'état où on Vous faites quoi avec les déchets nucléaires? Vous allez mettre un réacteur dans le Grésivaudan? Il faut dire tout aux Français, en fait. Et le prix du nucléaire, du nucléaire, il faut dire tout. La recherche, le stockage, le retraitement, le démantèlement des centrales. Il faut tout mettre dans le prix. Mais si vous mettez tout, mettez bien l'augmentation du prix de l'énergie. Mettez bien, vous savez, tout le Grésivaudan s'est développé parce qu'il y avait des centrales hydrauliques et de l'énergie pas chère. Et on est resté dans cette dynamique en France d'une énergie pas chère grâce au nucléaire. Alors je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, je ne dis pas que c'est un miracle, mais je dis qu'on a besoin d'un équilibre. Et si vous enlevez une des jambes du système, ça va tomber. Et ça tombera. Quand ça tombe, ça fait très mal. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a 2 ans, quand on a eu pas mal de centrales en maintenance. 20 réacteurs à la voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remis en route du charbon. On a remis en route du charbon. Ah ben bravo pour un écolo, c'est génial. On brûle du charbon plein pot. On dit d'un côté, on arrête les centrales à charbon, mais de l'autre, on les redémarre. Et on a acheté aux Allemands autant qu'on pouvait de l'énergie à un prix assez incroyable, c'est ce qui a fait la crise. Et puis d'autre part, on a fait tourner toutes les centrales gaz, tous les groupes électrogènes, tout ce qu'on pouvait faire tourner à tourner. Parce qu'on n'a rien installé sur du renouvelable depuis à 19h en novembre. Non, on est très en retard par rapport à nos voisins. On est très en retard par rapport à nos voisins. C'est vrai, mais enfin, on ne peut pas dire et les centrales n'a été installé, sinon il y aurait pas. Quand il y aura moins d'eau dans le Rhône, vous allez faire comment? Quand il y aura des raz-de-marée sur la côte, vous allez faire comment? En fait, les centrales nucléaires, il faut aussi les refroidir. Il y a aussi des risques par rapport à l'environnement. Et donc, il faut aussi prendre ce sujet en compte. Et si elles étaient arrêtées, les centrales, c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'eau dans le Rhône et que l'eau était trop chaude. Il y avait des questions de maintenance aussi. Sur l'énergie, la stratégie du Rassemblement national, vous êtes pro-nucléaire au sein de votre mouvement, avec aussi sur le renouvelable parfois des positions qu'on a du mal à comprendre, notamment sur les éoliennes, qui sont plutôt une énergie en plein développement et que Marine Le Pen voudrait arrêter. Démanteler, peut-être aussi. Ce que je note, c'est que vous avez tous été quelque part, vous êtes tous quelque part co-responsables de la situation actuelle, mais que effectivement tout ce que vous avez fait est formidable. Je vais donc essayer de continuer sur le programme. Notre philosophie, c'est de mettre fin à une écologie punitive, mais faire place à une écologie de bon sens, en concertation effectivement avec tous les représentants, que ce soit les partenaires sociaux, que ce soit les partenaires économiques, que ce soit d'ailleurs les oppositions autour de cette table, afin de trouver le bon vecteur qui effectivement va nous aider, parce que pour le nucléaire, nous sommes plutôt favorables, car nous faisons partie de cette énergie propre, payée pendant des années par nos contribuables. Et la démanteler était quand même, on voit les effets en tous les cas. Comme beaucoup d'autres choses, j'entendais au niveau de tout ce que vous avez fait au niveau des sociétés, mais quand je vois que nous avons vendu Alstom aux Américains, que vous avez vendu Alcatel aux Finlandais, Lafarge aux Suisses, Essilor et PSA aux Italiens, liquider EDF et la Française des Jeux, et je ne vais pas continuer parce que ça a été destructeur quand même de beaucoup d'emplois et générateur de beaucoup de souffrance pour nos concitoyens. Donc pour en revenir... Le chômage ne baisse pas, il n'y a pas de réindustrialisation dans le pays, tout va mal, et vous, on résoudra les problèmes par la politique des bisounours, on se met tous autour de la table et on fait un grand accord. Mais sauf que sur le nucléaire, vous dites que vous êtes plutôt nucléaire, vous êtes extrêmement pro-nucléaire,
nucléaire, vous voulez construire plus de réacteurs que la filière elle-même n'en prévoit, et vous voulez démanteler des éoliennes, et ça, ce n'est pas possible. 3 000 milliards de dettes, avec en plus, alors que nous sommes le premier contributeur au niveau de l'Union européenne, cela dit, donc vous nous dites que nous avons des aides au niveau européen, mais c'est de l'argent qu'on a versé, donc on nous redistribue, et effectivement, il y a peut-être des choses à voir à ce niveau-là sur les renégociations. Donc, par rapport à ce que vous me dites, ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir, voire même plus, puisque M. Emmanuel Macron a été ministre sous M. Hollande, dont le slogan était notre ennemi, c'est la finance. Et donc, il a intégré M. Macron au ministère de l'économie, il me semble bien. Vous me dites si je me trompe, mais il me semble bien que c'est ça. Donc, 7 ans que vous êtes au pouvoir, 3 000 milliards de dettes. Cette année, on va emprunter 275, parce que vous disiez, vous ne vouliez pas citer les chiffres. Moi, du coup, je les ai notés parce que c'est quand même important. 275 milliards d'euros sur les marchés financiers. Dans le budget de cette année, le poids de la dette, c'est 48 milliards. Et en 2027, elle sera de 80 milliards. Et donc vous allez résoudre la dette ? Vous allez résoudre la dette en baissant la TVA, 17 milliards. Je ne vous ai pas coupé. Ce sera donc le premier poste budgétaire devant l'éducation nationale et la défense. Ce n'est pas notre conception pour l'avenir de la nation, d'où le fait d'avoir créé un programme d'union nationale où nous déclinons effectivement une avancée vers une concertation pour trouver le juste milieu au niveau d'une écologie propre, décarbonée, et en optimisant bien évidemment le nucléaire, qui est une énergie à bas coût, qui est le fleuron de l'industrie française, en optimisant aussi les investissements des barrages et en investissant dans les nouvelles énergies, telles que l'hydrogène et la géothermie. Bon, c'est toujours plus facile quand on n'a pas de bilan à défendre, de toute façon. Ça, c'est la règle pour tous les partis et les candidats. Non, mais un gouvernement d'union nationale, c'est avec Éric Ciotti, voilà, c'est ça qu'on appelle l'union nationale chez le Rassemblement national. Et après, baisser la dette quand on a un programme qui promet de réduire la réforme des retraites, de passer à 60 ans ou à 62 ans, qui baisse la TVA sur finalement les produits pétroliers, ça fait 17 milliards d'euros de dépenses en plus. Des promesses qui sont non financées. Vous en êtes au 25e, aucune démocratie. Vous ne ferez pas de 49.3, très bien. On verra comment les budgets seront adoptés. Qui en avait fait 28, vous en êtes très très proche. On va pas partir sur ce débat, mais si on est sur des majorités relatives, je pense que le 49.3, quel que soit le groupe qui sera en tête, sera sûrement utile pour les prochains mois. Le référendum, monsieur. Depuis 2005, le peuple n'a jamais pu s'exprimer. On nous en avait promis un avant le pacte vert. On nous en avait promis un entre les 2 tours présidentiels. On nous en avait promis un avant la réforme des retraites. Et il se trouve que, moi je vous parle à tous, à un moment donné, le référendum, c'est l'expression du peuple. Et on doit d'abord et avant tout respecter la loi démocratique des urnes. Alors, proposé la suppression du 49.3, le Rassemblement national a voté contre. Parce qu'effectivement, nous pensons qu'à la base, il a été mal utilisé. S'il a été créé, ce n'est pas pour, je prendrai une expression entendue dernièrement, le dégainer, et je ne donnerai pas la suite de la phrase, parce que quand on est pyromane et pompier en même temps, je pense qu'il est délicat de donner des leçons à tout le monde de démocratie. Mais effectivement, nous pouvons avancer. Normalement, cette constitution, elle est viable. Et n'oublions jamais autour de cette table que le boss ici, c'est pas M. Macron, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est le peuple français. Et on ne dénigre jamais, on ne méprise jamais la main qui vous nourrit depuis des années. Personne ne méprise ici le peuple. Il y a des élections dans 4 jours et on se présente justement pour essayer de convaincre et pas... Laissons l'exprimer le peuple. Donc vous n'utiliserez pas le 49.3. Donc le Rassemblement national n'utilisera pas le 49.3 s'il est élu. Nous l'utiliserons quand ça sera réellement utile, comme vous le savez. Quand vous l'utilisez, c'est une bonne utilisation, et quand les autres l'utilisent, c'est une mauvaise utilisation. On a compris. Effectivement, nous sommes ouverts à cette discussion. Ah oui, d'accord. Ça a été créé par des personnes qui avaient un peu plus d'expérience que nous, je pense, même malgré vos mandats. Donc je pense qu'il est plus facile de déconstruire que de reconstruire. Donc laissons pour l'instant la Constitution à ce niveau-là
tranquille. Vous avez raison, c'est le peuple qui va décider, mais nous, on est là pour éclairer les gens qui vont voter sur les propositions qui sont faites par les différents camps en présence. Pour finir, on arrive à la fin de ce débat sur cette notion d'environnement. Alors là, on revient sur la circonscription. On a vu sur la petite carte postale du début d'émission que la 5e circonscription englobe notamment le massif de Beldon ou le massif de Chartreuse, qui sont très prisés des randonneurs. Et depuis l'automne dernier, il y a une polémique qui est née sur votre massif, Dominique Escaron, je vous regarde, sur le massif de Chartreuse. Vous savez très bien de quoi je vais parler. Je parle d'accès à la nature avec un propriétaire qui a, dans son bon droit, décidé d'interdire l'accès à sa parcelle, qui est une grande parcelle, qui couvre une partie des Hauts-de-Chartreuse, l'interdire aux randonneurs. Ça a généré beaucoup d'émoi dans la communauté des montagnards de la région grenobloise. Il en est où ce dossier aujourd'hui, Dominique Escaron? Alors ce dossier, on travaille avec toutes les parties, c'est-à-dire avec les propriétaires, avec le propriétaire concernant, voilà. En tout cas, le propriétaire qui est concerné par le passage des chemins. On travaille avec la Fédération française de randonnée, on travaille avec toutes les fédérations naturalistes, on travaille avec les gestionnaires de la réserve des Hauts-de-Chartreuse, avec le conseil départemental, avec l'État. Et normalement, dans les jours qui viennent, on devrait arriver à faire signer une convention entre le département de l'Isère, qui s'est largement impliqué là-dedans, et le propriétaire pour arriver à rétablir une circulation normale sur les chemins du PDIPR, c'est-à-dire les chemins fléchés en jaune, officiels qui sont en jaune. Donc voilà, et c'est quelque chose qui est intéressant, qui s'accompagne aussi de tout plein de mesures d'accompagnement, d'interdiction de survol des drones sur la réserve, d'information, de plus de protection. Notre but étant, encore une fois, de ne pas laisser croire à tout le monde qu'on peut aller partout, comme on veut, où on veut, chez tout le monde, ce qui a un peu été entendu par notre cher député là, qui s'était un petit peu lancé là-dessus. Nous, on a pris une carte de médiateur au niveau du parc de Chartreuse pour essayer de faire en sorte que les choses avancent réellement sur le terrain et qu'on arrive à un accord intéressant pour toutes les parties. C'est le travail de terrain qu'on a fait et pas malheureusement à l'opposé de ce qui a été fait à l'Assemblée avec un vote de loi qui n'avait pas été vraiment regardé, dont les conclusions et l'impact n'avaient pas été appréciés, et puis derrière avec des tentatives de modification qui finalement n'ont pas été acceptables par l'Assemblée en l'état et sur lesquels aujourd'hui on travaille. Alors il n'y en a plus de députés, donc on travaille avec les sénateurs pour faire avancer ces possibilités d'améliorer la gestion de ces servitudes publiques. C'est l'histoire de quelques jours pour récupérer un député sur cette circonscription. Vous le savez mieux que moi. Jérémy Yordanov, si ce dossier est aussi complexe à gérer, c'est que ce propriétaire, c'est le propriétaire du château du Touvet, que les gens qui ont suivi cette affaire connaissent désormais, il s'appuie sur la loi, il a le droit de faire ce qu'il fait. Et c'est une loi assez récente. Je ne sais pas si vous l'avez votée d'ailleurs en tant que député. Non, je n'ai pas voté. Je me suis abstenu pour être très clair parce qu'on n'avait pas mesuré l'ensemble des effets de cette loi. Et puis il y avait des effets positifs sur le désengrillagement des forêts en Sologne où il y avait des chasses privées. Ce dossier, il a deux volets. Il a un volet local qui doit se régler au niveau local avec les élus locaux, avec le département, avec le propriétaire. Je me félicite que le dialogue ait enfin lieu et que chacun ait envie enfin d'avancer dans ce dossier. Je me suis, moi, permis de mettre un petit peu la pression aussi sur le département en faisant une proposition que le département se positionne et rachète le domaine, comme ça avait été le cas dans le Vercors, pour qu'il soit vraiment ouvert à tout le monde et pas uniquement sur les deux chemins, mais un petit peu sur d'autres endroits, parce que vous savez qu'il y a des endroits qui vont rester inaccessibles si cette convention est signée. Parce que je garde ainsi, parce que le propriétaire a laissé entendre plein de fois qu'il allait signer la convention. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais ce dossier a un volet national. Et moi, mon rôle en tant que législateur, c'est de regarder au niveau national s'il n'y a pas des situations similaires qui pouvaient avoir lieu ailleurs. Et de fait, c'est le cas. Dans les Vosges ou dans le sud de la France. Et je pense que cette situation va se généraliser, qu'il faut revenir au droit antérieur au 2 février 2023. Et je regrette que les amis de M. Escaron, les Républicains, aient voté contre le fait de revenir au droit antérieur, que les amis de M. Collaroy aient voté contre, que le Rassemblement national ait voté contre. Niche parlementaire. Absolument, nous avons débattu de ce sujet en commission, ça n'est pas passé en commission parce que tout le monde a voté contre.
Et donc, effectivement, ça n'a pas été débattu dans l'hémicycle. Mais ce sujet reste sur la table. Le président de la Fédération des parcs régionaux, M. Weber, est aussi sur ce dossier. Il nous soutient dans ce combat. Et ce sujet, c'est un sujet qui concerne tous les Français. Ce n'est pas uniquement les urbains. Ce sont aussi les ruraux qui vont voir des propriétés se fermer autour d'eux. Ça concerne les familles pour les promenades. C'est 75% de la forêt en France qui est privée. Et il faut régler les conflits d'usage entre les propriétaires, pas au détriment des propriétaires. Il y a des sujets sur le respect des règles dans la nature, etc. Ça, j'ai vraiment conscience de ça, il faut avancer là-dessus. Mais on ne peut pas dire que pour régler les problèmes, on va fermer l'ensemble des propriétés. Ça déséquilibre en réalité le droit existant depuis des générations et des générations. Et je crois que l'accès à la nature, c'est quelque chose dont on a besoin dans cette période plus que jamais. On a besoin de se balader, de se promener, de se ressourcer, et y compris sur des propriétés privées où il y avait un droit de passage, un usage avant. Il faut conserver cet usage-là. On a compris que l'appréhension des lois est parfois complexe. Il y a la loi ZFU aussi qui n'a pas forcément été appréhendée par les députés qui l'ont votée, comme elle peut avoir des conséquences ensuite sur le territoire. Ça rejoint quand même une problématique de fond, vous voyez, sur ces deux exemples. C'est qu'encore une fois, on est une Assemblée nationale où le fait de voter pour des étiquettes, pour des gens qui ne connaissent pas les situations, qui les découvrent bien plus tard parce qu'on en parle dans vos journaux et dans la presse, ça ne peut pas fonctionner. Tant qu'on ne revient pas à un système où ceux qui sont sur le terrain, qui connaissent les dossiers, qui travaillent avec les gens, qui sont au contact de la population, ne puissent pas remonter à Paris pour défendre les dossiers, on continuera à faire des lois qui finalement s'opposent aux problématiques de terrain. Sur la loi désengagement du 2 février 2023 ? Mais sur cette loi, je pense qu'on mélange tout. C'est-à-dire que, encore une fois, faire des lois sur des sujets comme ça, la définition des hauteurs de grillage, pour qu'ils ne soient pas trop bas, pas trop hauts, ça pouvait être fait par des décrets, par des arrêtés préfectoraux. Il y avait plein de solutions pour traiter un problème local sans créer un problème national. Parce que c'est ça qui a été fait au départ. Ce sont les Républicains aussi qui ont voté le texte sur lequel il y a une contravention, pénale, alors qu'elle n'existait pas avant. Oui, mais parce que ça, encore une fois, ça a été une négociation qui a été faite. Et si, il y a eu... On n'arrive pas, vous avez l'impression qu'on va chez les gens, dans les forêts, chez tout le monde, on a la liberté d'aller partout. Ça pose quand même plusieurs questions. La propriété privée, c'est quand même quelque chose qui est fondamental dans notre société aujourd'hui. C'est au niveau constitutionnel. Il ne faut pas confondre la violation de domicile donc on ne peut pas faire chez les autres tout ce qu'on veut. Donc c'est assez complexe d'agir sur le plan législatif. Voilà, il faut être conscient de ça. Y compris prendre des risques. Parce qu'aujourd'hui, le surtourisme, des randonneurs de plus en plus imprudents vont prendre des risques sur des propriétés privées. Et finalement, ceux qui détiennent ces parcelles sont eux-mêmes en risque parce qu'ils n'auraient pas sécurisé les lieux. Mais je souscris à ce que disait Dominique Ascaron sur le fait qu'il faut qu'on soit encore plus proche des élus. Et peut-être que le Sénat représente la Chambre haute, les élus locaux, municipaux. Mais nous, les députés, on s'est peut-être éloigné de ce lien avec les maires, et il faut le renforcer. Et en particulier dans une 5e circonscription où il y a 65 communes, c'est très important d'avoir un député qui est à la fois une jambe implantée dans ce territoire et avec les élus, et à la fois un travail à Paris. François Braud, qui a été élu pendant 4 mandats, a montré l'exemple quelque part de ce qu'était un député implanté. Et moi, je suis contre la proportionnelle intégrale, qui fait que, je crois que vous la défendez, M. Jordanov, mais qui fait que cette proportionnelle intégrale, finalement, elle éloigne le député d'un enracinement dans un territoire. Et moi, le cumul des mandats, on pourrait revenir à un cumul des mandats pour des maires de moins de 9000 habitants, par exemple, oui. Alors, Cros, je ne suis pas sûr qu'il soit pas loin de la barre de passer les 9000 habitants, mais bon, là, ça, c'est une autre question. Sur le cumul des mandats, moi, je suis totalement défavorable, et notamment dans les petites communes, parce qu'en fait, c'est là où il y a le moins de services et le plus de travail pour les élus. L'ancrage local et sur le territoire, il faut qu'il ait lieu. En fait, c'est le retour entre les habitants et le député. La proportionnelle intégrale que vous défendez ne permet pas ça. Bon, moi, dans mon mandat, j'ai fait 6 comptes rendus de mandat, j'ai fait une vingtaine de permanences parlementaires dans les villages, je discute avec les élus, avec les agriculteurs, avec les entreprises, les associations. Si on fait la proportionnelle intégrale, on peut la faire par département et avoir un ancrage local également. Mais l'ancrage local, ça ne veut pas dire être un élu local, ça ne veut pas dire cumuler si vous voulez, les fonctions. Ça peut aussi vouloir dire ça. Je ne suis pas sur cette logique-là. Effectivement, je suis favorable à la proportionnelle.
Merci en tout cas d'avoir débattu. C'était agréable à suivre de ma position. J'espère que ceux qui ont regardé ont apprécié également. On va conclure avec un dernier tour de table. On fait un petit tirage au sort tout à l'heure à la bonne franquette, j'ai envie de dire, pour savoir qui allait commencer ce mot de conclusion. Et c'est vous, Dominique Escaron, qui avez tiré le numéro 1. Bah oui. Alors, moi, la conclusion un petit peu de ce débat, moi, je souhaite rappeler qu'il faut finalement arrêter de faire rêver et qu'il faut trouver des gens pour être bien représentés. C'est-à-dire, à force on l'a vu avec les élections de députés pour le président Macron, où on se retrouve avec une horde de députés qui sortent de partout. Alors c'est intéressant, évidemment, il y a des personnalités, il y a des gens formidables, mais finalement, on est trop découplé du terrain. Et ensuite, on a des gens trop intelligents là-haut qui votent des lois qui, finalement, posent souci tout en bas. Et de l'autre côté, moi, quand je vois les fantasmes, je le disais tout à l'heure, d'une personne de 28 ans qui pense accéder à un poste de Premier ministre avec une expérience qui est quasiment nulle, mais c'est vraiment, je pense, pour moi, c'est pour ça que je me présente, parce que je pense que ce n'est même pas possible et que c'est pire que de la tromperie d'essayer de faire croire ça aux gens. Voilà. Et moi, le sens de ma candidature, c'est de dire que je l'ai vécu dans l'industrie, chez Merlin-Gerin, les patrons, les Jean Vaujany, tous les patrons même de Schneider aujourd'hui, ils ont tous commencé dans des usines, ils ont été petits chefs, puis ils ont pris des responsabilités, ils sont à l'étranger, ils ont des parcours. On ne peut pas arriver comme ça, tout en haut, et faire rêver les gens. Donc moi, ma conclusion, c'est qu'il faut quand même que les gens réfléchissent à ne pas envoyer un sticker à l'Assemblée nationale, mais à envoyer quelqu'un qui connaît le terrain, qui a l'habitude, qui a l'expérience et qui va pouvoir les représenter. Voilà. Merci Dominique Escaron. Je passe la parole à Jean-Charles Collaroy. Merci déjà pour votre invitation, pour ce débat. Pour cette carte blanche, pour conclure, je voudrais vous parler de l'école. Parce que moi, je suis très fier d'une mesure qu'on a portée de 2017 à 2022, qui était le dédoublement des classes en zone prioritaire. Ça a permis aux enseignants d'être plus à l'écoute des enfants en difficulté et de renforcer l'acquisition des savoirs fondamentaux. Apprendre à lire, compter, écrire. Et on commence à voir les premiers signes à l'entrée au collège. Donc ça, c'est une très bonne mesure qu'on pourrait essayer de généraliser. Je voudrais dire aussi qu'on attend beaucoup, on parle beaucoup d'autorité dans ces campagnes et on attend beaucoup de l'État et des élus. Mais on doit aussi, nous tous, faire des efforts pour mieux respecter les enseignants, les policiers, les postiers, les soignants et ne pas tout attendre de l'État. Moi, j'ai été très fier, par exemple, en termes d'autorité, quand Gabriel Attal a remis les notions de laïcité à l'école, quand on a finalement sorti la baya, parce qu'il y a aussi des pressions islamistes sur nos institutions. Donc voilà, cette autorité, il faut la retrouver, mais tout en ayant un équilibre et chacun doit en prendre sa part. Donc avec ma suppléante, Laurie Argoux-Martin, qui est élue aux Adrets en Beldon, nous voulons porter une liste face aux extrêmes qui finalement clivent, divisent la société. La France insoumise bordélise l'Assemblée nationale. Le RN agit de façon plus sournoise, mais clive les Français selon leur origine. Eh bien, nous portons une liste de rassemblement du centre-gauche au centre-droit face aux extrêmes. Donc Ensemble pour la République dimanche. Merci Jean-Charles Collaroy. Jérémy Jordanov, c'est vous qui avez le troisième tour de parole. Je vous remercie. Alors moi, pour conclure, je dirais que ça n'est pas un problème d'âge si M. Bardella arrive au pouvoir, c'est un problème d'orientation politique. Je crois que c'est une coalition qui propose de revenir sur l'état de droit, sur la construction européenne, sur nos libertés fondamentales. Et moi, je suis extrêmement inquiet de ça. Dans cette carte blanche, ce dont je voudrais parler, c'est la question de la culture, qui est très peu abordée dans ces débats, mais je crois que la culture, c'est aussi le ciment de ce qui fait notre collectivité, ce qui fait qu'on peut vivre ensemble, qu'on a un avenir commun, des choses, des valeurs à partager, une sensibilité à partager. Ce que nous proposons avec le nouveau Front populaire, c'est d'augmenter le budget de la culture à 1% du PIB de la France, c'est de renforcer le statut des intermittents du spectacle et c'est de créer un statut pour les artistes auteurs. Nous avons besoin d'une culture en France qui soit vivante, qui soit financée. Et puisque c'est aussi le périmètre du ministère de la Culture, revenir sur la réforme de Rachida Dati de fusion de l'audiovisuel public et avoir un financement pérenne de l'audiovisuel public avec une stabilité du budget et un budget relativement élevé. J'aurais pu parler de l'éducation qui est aussi un grand sujet, je crois, de cohésion nationale et pour l'avenir de notre pays. Merci. Merci Jérémy Jordanov. Et on conclut ce tour de table avec Frédéric Schreiber. Oui, merci. Donc, comme ce sont des élections nationales, au niveau national, donc je vais rester plus générale.
Donc, comme je voulais vous partager cela avec vous, c'est que Emmanuel Macron a lieu d'écrire l'histoire de la France. Au lieu d'écrire l'histoire de la France, il écrit le roman de sa vie. C'est pourquoi je vous invite à retrouver l'unité de notre pays en votant ces 30 juin et 7 juillet pour tourner la page du mépris et de l'indifférence de vos difficultés subies depuis trop longtemps. L'Alliance de la République que je conduis, c'est celle des droits de l'homme, garante de la stabilité. Cette union nationale dont tous les efforts seront concentrés pour redresser le pays avec un gouvernement responsable qui mettra au cœur de son action votre pouvoir d'achat, votre sécurité et la maîtrise de l'immigration dans le respect d'un environnement moral maîtrisé. À vos côtés, avançons tous ensemble vers un apaisement général dans notre quotidien. Nous allons y arriver. Merci Frédéric Schreiber. Je précise qu'il y a 3 autres candidats sur cette 5e circonscription, un pour le parti Lutte ouvrière, un pour le parti Reconquête et un autre pour le parti Debout la France. Je vous donne rendez-vous le 30 juin et le 7 juillet pour voter, mais aussi pour analyser ces résultats sur l'antenne de Télé Grenoble. On sera en direct à partir de 19h45. Toutes nos équipes seront un petit peu partout sur le territoire et notamment à la préfecture. On aura également Clé de 12, notre dessinateur maison qui croquera vos réactions, messieurs, dames, pendant ces heures de direct. Il y avait quelques dessins d'ailleurs qui ont égayer ce débat. Voilà, on se termine avec celui-là puisqu'on parlait des Jeux Olympiques. Et oui, ce sera l'échéance d'après, mais on verra dans quel contexte ces JO démarreront en France. Merci en tout cas à tous les 4 pour la qualité de vos échanges. Et nous, on se retrouve dimanche soir à 19h45.